Si vous ne suivez pas l'actualité, Gemini 3 est sorti quelques jours ou semaines avant, surprenant beaucoup de monde, au point que plusieurs ont annulé leur abonnement ChatGPT pour passer chez Google, qui propose désormais une suite IA complète. Mais voilà, quand ce modèle est sorti, il était supposé être le plus avancé du marché. Quand on regarde les benchmarks, GPT 5.2 était censé surpasser tous les autres modèles. Je me suis donc demandé, que s'est-il vraiment passé? Vous utilisez peut-être ChatGPT quotidiennement sans remarquer de problème, mais un grand nombre d'utilisateurs avancés, ou disons la minorité vocale, ont réalisé que le 5.2 n'est pas le modèle que vous croyez. On va voir exactement pourquoi, je pense connaître la raison, et plus tard dans la vidéo, nous vous montrerons vers où OpenAI se dirige. Bien sûr, je voulais voir si d'autres partageaient cette conclusion, et il y avait énormément de tweets critiquant la version 5.2. Je dois dire qu'ils exagèrent pas mal en disant « Mon Dieu, GPT 5.2 est peut-être le pire modèle qu'ils aient jamais sorti. Je n'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait. Impossible que ce soit le modèle alpha testé par ma cohorte, ni même proche du 5.1. C'est la plus grosse absurdité que j'ai jamais vue. Pire que 5.1 et il a échoué à tous les tests. C'est fini pour OpenAI. Soyons honnêtes, c'est un peu exagéré. Ils ont sorti, vous savez, plein de bons modèles. Je ne pense pas que ce soit le pire modèle qu'ils aient sorti, mais peut-être pas le meilleur non plus. Comme je l'ai dit, ce n'était pas la seule personne, pas juste les utilisateurs avancés. J'ai vu un consensus parmi les utilisateurs experts qui disaient que 5.2 n'était pas le meilleur modèle. Et ce n'était pas juste ça. Il y avait un vrai dégoût pour ce modèle d'une façon bizarre. Et vous verrez dans les tweets, GPT 5.2 instant est un modèle défectueux. Il ignore les instructions personnalisées, la mémoire et empoisonne le contexte avant de réfléchir. Le modèle active les sécurités à chaque second message. Le mode de réflexion est complètement différent et c'est au moins ça qui est bon. Certains disent GPT 5.2 est vraiment nul. GPT 5 était si détesté que 5.1 semblait une amélioration et 5.2 est si mauvais qu'il fait paraître 5 bon. Croyez-moi, il y avait bien plus de tweets que ça. Je n'ai pas juste sélectionné ces tweets pour faire une vidéo. Il y avait une tonne de tweets différents avec des likes variés, donc je voulais montrer différents exemples pour vous présenter toutes les raisons pour lesquelles les gens trouvaient ce modèle mauvais. Vous vous demandez peut-être, d'accord, le modèle a été lancé, il a été publié en réaction à Gemini 3, alors comment diable OpenAI a-t-il pu tout gâcher et que s'est-il vraiment passé? Une chose que je voulais aussi vous montrer, c'est le Simple Bench, car il y a un aspect vraiment étrange avec ce modèle dont je dois être honnête avec vous, l'incohérence des benchmarks. GPT 5.2 Pro est extraordinairement incohérent à travers différents types de benchmarks. Ce que je veux dire, c'est que GPT 5.2 réussit et excelle dans certains benchmarks, mais échoue complètement aux tests sur d'autres. Par exemple, Simple Bench est censé être un benchmark que les modèles intelligents peuvent réussir. Des modèles avec une bonne compréhension du monde réel. J'y reviendrai dans un instant, mais l'idée c'est que Simple Bench a été conçu pour piéger le modèle avec des questions trompeuses et vérifier s'il prête vraiment attention à l'ensemble de la question, plutôt que de simplement mémoriser des informations. Et il a obtenu la 9e place sur ce benchmark. Et pour être franc avec vous, ce n'est pas très bon, car c'est en dessous de Gemini 3 Flash, des autres modèles Claude Opus et de GPT 5 Pro. C'est même en dessous de Gemini 2.5 Pro Preview qui est sorti en juin dernier. Vous vous demandez peut-être comment un modèle sorti des mois après Google, des mois après Grok et des mois après Claude échoue à l'un des tests qui évalue vraiment la capacité de raisonnement du modèle. Quand je parle de vrai raisonnement, je ne parle pas de maths, de code ou de tous ces critères quantitatifs, mais de comprendre le monde comme les humains le font, bien plus que vous ne l'imaginez. Et maintenant, beaucoup de gens disent, vous vous rappelez quand j'ai mentionné tous ces tweets? Croyez-moi les gars, voici ce qu'une personne a dit. C'est pourquoi on n'aime pas la 5.2. Ça parle de jouer le rôle d'un humain et ça sonne vraiment horrible. Maintenant, rappelez-vous ce que j'ai dit, d'accord? Le 5.2 est un modèle incroyablement intelligent. Cependant, sur certains benchmarks, il semble totalement s'effondrer et nous allons explorer exactement pourquoi. Mais un dernier exemple que je veux vous montrer avant d'expliquer pourquoi la 5.2 est si bizarre est la direction que prend OpenAI. Beaucoup disaient que la 5.2 était nulle côté émotionnel pour parler aux humains et simuler des personnalités. Pourtant, en vérifiant le QBench 3.0, GPT 5.2 est classé 3e en capacité, ce qui est vraiment surprenant. Alors honnêtement, je ne sais pas ce qui se passe avec les benchmarks, mais je pense qu'il y a quelque chose qui se trame. L'un des sujets très discutés récemment et qui me semble le plus logique pour plusieurs raisons, c'est le potentiel surajustement. Cette personne a tweeté que le O dans OpenAI doit être pour overfitting. En tant que fan sincère de la version 5.1, ça me semble un énorme pas en arrière. Les réponses paraissent précipitées. La nuance, la profondeur et la créativité ne sont plus là. Si vous ne savez pas ce qu'est l'overfitting, je vais vous l'expliquer très simplement. Et je vais montrer ce tweet. Et croyez-moi, c'est beaucoup de texte, mais je vais le résumer super. Et ce tweet a fait environ 2000 retweets, citant le récent podcast d'Ilya Sutskever, où il explique que quand une IA étudie et pratique trop intensément des exemples, elle finit par les mémoriser au lieu d'apprendre le schéma général, ce qui la fait paraître brillante sur les benchmarks vus pendant l'entraînement, mais très mauvaise sur les nouvelles données. Donc sans le vouloir, les gens s'inspirent des évaluations. Vous dites, j'aimerais que notre modèle performe bien à sa sortie. Je veux que les évaluations soient impressionnantes. Quel entraînement par RL pourrait aider sur cette tâche, n'est-ce pas? Je pense que c'est un phénomène réel et ça pourrait expliquer beaucoup de ce qu'on observe. Si on combine ça avec le fait que la généralisation des modèles est inadéquate, ça peut expliquer ce décalage entre les performances d'évaluation et les performances réelles, un phénomène qu'on ne comprend même pas vraiment aujourd'hui. Réfléchissez à cet exemple, d'accord? Si vous voulez prendre le temps de lire ceci, allez-y. Imaginez un étudiant qui mémorise les réponses exactes de l'examen de l'an dernier au lieu de comprendre la matière. Si le prof change les questions, même légèrement, l'étudiant va échouer parce qu'il n'a jamais
jamais assimilé les concepts fondamentaux. En IA, c'est exactement la même chose. Donc, le modèle surajusté colle trop aux données d'entraînement, incluant des bruits aléatoires ou des particularités qui ne se reproduisent jamais dans la vie réelle. Et comme il apprend ces éléments, vous savez, lors des tests, c'est là qu'il performe vraiment bien. Mais dans le monde réel, il échoue complètement. Et c'est ce que ce tweet souligne. Je pense qu'il résume le problème majeur et je crois qu'à l'avenir, ça va beaucoup changer parce que, vous savez, il explique comment les équipes de recherche ont des divisions entières qui ne font que créer de nouveaux environnements d'apprentissage par renforcement conçus pour améliorer ses scores de référence. Il traite SWE Bench et MMLU comme des examens standardisés, le modèle bachotant ses tests puis échouant à corriger un simple bug en production sans en introduire de nouveaux. Et Sutskever a dit que cette analogie est parfaite. L'étudiant A passe 10 000 heures sur la programmation compétitive, mémorise chaque algorithme et cas particulier et devient le meilleur programmeur compétitif au monde. Mais l'étudiant B pratique 100 heures avec intuition, goût et capacité d'apprendre rapidement. Qui aura la meilleure carrière? L'étudiant B, car les modèles d'IA actuels sont tous comme l'étudiant A. Et ça parle d'études montrant que la contamination des données gonfle les scores de 20 à 80% sur les benchmarks populaires. C'est vrai. On a fait, enfin pas nous, mais j'ai vu des articles qui démontrent ça. Et la contamination des données, franchement, je ne sais pas comment ils vont résoudre ce problème parce que certains benchmarks sont publics et ces modèles s'entraînent sur tout. Et il faut comprendre que il y a une citation dont j'oublie l'auteur qui dit « Montre-moi l'incitation et je te montrerai le résultat ». Et il faut comprendre que pour chaque entreprise d'IA, l'objectif est que leur nouveau modèle surpasse le modèle concurrent sur les benchmarks. Il y a une guerre, blablabla, et je pense que c'est une mauvaise façon de penser pour beaucoup, car un modèle qui ne performe pas mieux globalement, mais excelle dans des tâches spécifiques, comme un modèle avec une vraie compréhension du monde, serait probablement meilleur. Et c'est la meilleure citation que j'ai vue dans ce tweet. C'est pourquoi je devais absolument l'inclure dans cette vidéo. Elle dit « Cela explique l'énigme économique qu'il y a à pointer. Les modèles peuvent obtenir 100% à l'AME 2025. Ils atteignent 70% sur le PIB VAL, battant les professionnels humains, ce qui est un benchmark économiquement précieux. Pourtant, les entreprises peinent encore à extraire de la valeur des modèles d'IA. Les benchmarks disent génie, mais le bilan financier dit le contraire. Cet écart d'efficacité vous dit tout. Un ado apprend à conduire en 10 heures, alors qu'un modèle d'IA a besoin de millions d'exemples et échoue sur de légères variations. Les humains apprennent un concept une fois et l'appliquent partout. Les modèles doivent voir le même motif des milliers de fois et bloquent au moindre changement. C'est tout à fait vrai. Les modèles semblent être de vrais génies. Tu sais, si on revient à je crois que c'est le test Mensa Norvège. On peut voir GPT 5.2 réfléchir, c'est juste super intelligent. Mais dans la réalité, ces modèles performent mal sur des choses aléatoires. Si tu lui donnes une tâche bizarre de ton travail, il ne comprend simplement pas. Parfois, ça a vraiment du mal. Je ne dis pas que ces modèles sont inutiles pour des tâches économiquement valables. Je dis simplement que si vous aviez une personne aussi intelligente que les tests l'affirment, elle pourrait faire bien plus que ces systèmes d'IA. Ce n'est donc pas vraiment une équivalence directe de dire que les modèles ont un QI de 140. C'est comme si j'avais une personne avec un QI de 140 dans mon ordinateur. Maintenant, bien sûr, je veux vous montrer que beaucoup affirment que GPT 5.2 a obtenu un score inférieur à 5.1 sur le raisonnement contextuel malgré le blog d'OpenAI. D'autres disent que 5.2 est bien pire. Et rappelez-vous, c'est l'un des points les plus importants. Vous vous souvenez quand j'ai dit « Montrez-moi l'incitation, je vous montrerai le résultat » C'est exactement ça. OpenAI a déclaré code rouge quand Google a menacé sa position dominante en IA. Je pense qu'OpenAI s'est senti pressé de sortir son modèle plus tôt car Google volait la vedette et beaucoup devenaient pessimistes envers OpenAI. Je ne suis pas pessimiste pour OpenAI sur le long terme. Je pense qu'ils ont l'un des réseaux de distribution les plus fous. Mais je pense que d'autres acteurs de l'IA entrent dans la partie et ils doivent continuer à faire leurs preuves pour ne pas finir comme Blackberry. Une chose que beaucoup ignorent, c'est que les entreprises vont et viennent. Il y a des bouleversements qui se produisent. Vous vous rappelez de Nokia et BlackBerry au début des années 2000? Ces entreprises semblaient avoir tout gagné, mais Apple a sorti l'iPhone, ils ont été patients et regardez où en est Apple aujourd'hui par rapport à BlackBerry, non? Deux scénarios complètement différents. Et Apple a démontré que les entreprises qui s'endorment peuvent simplement se faire dépasser. Et OpenAI ne veut pas finir comme Yahoo. Donc évidemment, ils poussent. Et le truc, c'est que quand ils ont déclaré ce code red, je pense que c'était pour dire, ok, montrons au monde qu'OpenAI a toujours la main. Et pourquoi je pense ça? C'est parce que hier, je suis presque sûr que c'était hier, The Information, qui est une source très fiable en matière d'IA, a publié un article affirmant qu'OpenAI nous a dit que GPT 5.2 n'est pas basé sur le modèle complet qu'ils devaient lancer. Ils ont en fait décidé de publier un point de contrôle précoce du modèle, selon une personne qui connaît bien le projet. Donc il y a encore de la marge pour s'améliorer. Il semble donc que ce modèle ait été conçu pour performer sur des tâches économiquement rentables, car c'est ce qu'ils ont dit qu'il était censé faire. Et pas seulement ça, il semble que l'intelligence émotionnelle du modèle n'était pas bonne car il n'a pas été conçu pour dialoguer avec les gens. Il a été conçu uniquement pour accomplir des tâches. Et la troisième raison, c'était un modèle de réponse parce qu'il craignait ce que Google développait. Et on a effectivement eu confirmation que, en fait, premièrement, c'est une version préliminaire du modèle, donc ils l'ont probablement précipité si c'est une version précoce. Et deuxièmement, nous avons confirmation que GPT 5.2 sera amélioré au début de 2026. Donc au premier trimestre 2026, on peut s'attendre à des améliorations intéressantes.